Aujourd'hui, on va s'attaquer à une grosse vidéo en étudiant la richesse mondiale au travers du rapport du Crédit Suisse, le Global Wealth Report de 2021 qui est sorti le mois dernier. C'est la plus importante source d'informations sur l'état des finances des ménages tout autour du monde. Et c'est la première fois que je lis ce rapport, mais il me paraissait tout à fait intéressant de se pencher là-dessus quand on se soucie des finances personnelles ou des finances en général. Si vous ne parlez pas anglais ou si vous n'avez pas envie de lire les 60 pages du rapport, je propose ici un petit récapitulatif slash traduction. Petite précision avant de se lancer dans la lecture et dans le récapitulatif. En page 15, il est précisé ce que le Crédit Suisse entend par richesse ou par valeur nette. Ce qui est défini par la totalité des assets financiers plus les assets immobiliers, duquel on soustrait la dette. C'est-à-dire que vous avez possession financière, possession immobilière, moins la dette, ça fait votre valeur nette. Maintenant qu'on est clair sur ce qui est entendu ici par notion de richesse, on peut attaquer le rapport. Le niveau de richesse mondiaux en 2020. Malgré la crise, l'économie mondiale a augmenté de plus 7,4% en 2020. La richesse par adulte a augmenté de 6%. L'augmentation de l'économie mondiale en temps de crise s'explique par des décisions d'État et des banques centrales à ne pas reproduire la situation des précédentes crises financières, crises économiques. Deux décisions majeures semblent avoir joué en la faveur de la croissance. 1. Le soutien des individus et des entreprises par l'argent public, via les indemnités de chômage ou les stimulus package aux États-Unis. Et 2. Les taux d'emprunt qui sont au plus bas, ce qui permet du coup d'emprunter de l'argent plus facilement et d'investir plus facilement. L'effet à court terme a été efficace, mais c'est sans compter une augmentation des dettes publiques, qui augmente parfois jusqu'à près de 20% dans certains pays. La richesse des foyers de 2020 s'explique donc par un transfert de richesse des gouvernements vers les foyers. Il y a un transfert de richesse. L'augmentation des économies, par faute de pouvoir dépenser, est un facteur qui justifie l'augmentation sensible de la richesse des foyers en 2020. En comparant 2020 aux autres années, la croissance des ménages semble continuer sa progression classique, légèrement en dessous de ce qui aurait été attendu, mais sans avoir trop été influencé par les aléas de la crise qu'on a connue. Il n'y a pas eu d'une progression constante dans la totalité du monde. Il y a d'un côté des augmentations et des diminutions de l'autre. Ces inégalités sont régionales, sont significatives, comme on le voit sur le graphe. Par exemple, il y a plus 10% d'augmentation pour les États-Unis et l'Europe, plus 10% pour la Chine et l'Asie, mais à contrario, on a moins 0,4% pour l'Inde et moins 10% pour l'Amérique latine. On notera dans ce même tableau que le change in debt, le changement en dette, montre que les régions avec une croissance sont les pays qui ont pris le parti de s'endetter en période de crise. Les régions qui ont choisi le désendettement sont également les régions qui ont perdu en richesse. Les prix des actions se sont écroulés pendant les premiers mois de 2020, mais la récupération des marchés n'a pas tardé à tirer les prix à la hausse. Le rythme dépendait des régions et des pays, mais la tendance était globalement haussière. Une fois n'est pas coutume, les plus gros gains de l'année ont été des gains des placements financiers. Si le marché a été haussier d'un point de vue global, il a été encore une fois inégal. D'un côté, les prix des actions a grimpé jusqu'à plus 20% pour la Chine et les États-Unis, mais d'un autre, il y a eu également des chutes importantes, jusqu'à moins 23% à Taïwan, moins 29% au Danemark ou encore moins 33% en Corée. Le prix de l'immobilier, quant à lui, a été généralement plus stable, ou en tout cas, il était rarement à la baisse au niveau mondial. C'est un marché qui a été relativement stagnant une bonne partie de l'année, avec des confinements qui ont freiné l'achat et la vente de biens immobiliers. Mais les taux bas et la reprise des déménagements ont donné un coup de pouce au marché de l'immobilier sur la deuxième partie de l'année. C'est une année meilleure que la moyenne pour l'immobilier. Le rapport présente l'évolution de la richesse calculée par adulte comme étant le meilleur moyen de comparer la performance des différents pays, que de comparer l'évolution de la richesse des pays entre eux-mêmes. Deux facteurs importants dans l'évolution de la richesse par adulte, l'augmentation des assets financiers, c'est-à-dire les actions, et de l'autre, l'évolution du taux de change en dollars. Il existe une séparation entre croissance du PIB et augmentation de la richesse d'un pays. Et des pays avec une forte perte en PIB peuvent très bien avoir fait une forte augmentation de sa richesse. C'est le cas notamment de la Belgique, du Canada et du Royaume-Uni. Ils enregistrent d'un côté une perte de 7% du PIB et de l'autre une augmentation des richesses de 7,7%. Indépendamment de la croissance, la répartition de la richesse est toujours inégale au point de vue mondial.
Avec les États-Unis et l'Europe, 57% de la totalité des richesses des ménages est possédée par 17% de la population mondiale. L'Afrique centrale tourne majoritairement dans la tranche la plus basse de la richesse des ménages, avec en moyenne moins de 5 000 $ par ménage. La répartition des richesses est également inégale à l'intérieur de chaque pays, mais il est plus difficile de rentrer dans le détail. Le rapport indique juste des différences dans les classements des pays lorsqu'ils sont classés par valeur moyenne ou par valeur médiane. L'exemple de la Suisse est assez parlant. Il est le pays numéro 1 en valeur moyenne, avec presque 674 000 $ de richesse moyenne par adulte, mais il tombe en 6e place en valeur médiane, avec, entre guillemets, seulement 146 000 $ par adulte. Un pays qui se classe sensiblement mieux dans le classement des valeurs moyennes que dans un classement des valeurs médianes indique une forte concentration des richesses par une petite partie de la population. On trouvera la France en 12e place par valeur moyenne, avec presque 300 000 $ par adulte, et en 8e place en valeur médiane, avec 133 000 $. C'est une dynamique qui est inverse par rapport à la Suisse. Nous sommes moins riches, mais nous serions moins inégales sur la répartition de nos richesses. On notera que les États-Unis, en 2e place de la richesse par valeur moyenne, ne figurent même pas dans les 20 premiers pays par valeur médiane. C'est une grosse richesse qui est concentrée par une très petite partie de la population. L'inégalité touche également les femmes, les jeunes et les populations les moins diplômées. Ces catégories de personnes ont été plus durement touchées par la crise et parfois moins aidées par les aides sociales ou par la reprise de l'économie. Ce qui les pousse à épuiser plus rapidement leurs réserves et parfois à devoir s'endetter pour survivre et pour faire face à la crise, ce qui mène à une perte en richesse. Le rapport rappelle l'intérêt d'avoir de la richesse, ou en tout cas ici, plutôt de l'épargne. C'est un garant de sécurité contre les chocs, contre les imprévus, tels que la perte de l'emploi, la maladie ou une pandémie. Dans ce sens-là, la richesse des ménages a été un facteur crucial dans la solidité des nations et des individus face à la pandémie. Dans la mesure où une famille ou un pays riche a plus de choix quant à comment gérer une situation compliquée, comme la crise sanitaire que nous avons connue. Le chapitre 2 du rapport s'attarde un peu plus en détail sur la distribution de la richesse et les inégalités de cette distribution. Comme abordé dans les premiers chapitres du rapport, les inégalités des richesses ont continué à se creuser en 2020. Il y a 5,2 millions de nouveaux millionnaires qui viennent rejoindre les 50 millions de millionnaires qui existaient auparavant. La différence de richesse qui existe entre les pays existe également à l'intérieur des pays, ce que nous avons déjà dit. C'est la différence de classe. 55% de la population adulte mondiale possède une valeur nette de moins de 10 000 $. 33% possèdent entre 10 000 et 100 000 $, 11% possèdent entre 100 000 et 1 million, et enfin, le top 1% possède une valeur nette de plus d'1 million de dollars US. Le rapport indique que la seconde catégorie de classe, ceux possédant entre 10 000 et 100 000, a connu la plus grande augmentation depuis les années 2000. Avec l'enrichissement des pays émergents, comme la Chine notamment, cette classe de la population est passée de 507 millions en 2000 à 1,7 milliard en 2020. La répartition géographique est toujours une réalité derrière ces chiffres. Dans un pays développé, on peut compter jusqu'à 30% de la population dans la classe la plus basse, là où dans des pays pauvres, on peut compter jusqu'à 80% de la population dans cette même classe. Même s'ils proviennent de différents continents, à l'inverse, les membres de la classe la plus haute sont fortement concentrés géographiquement. Sur les 56 millions de millionnaires, presque 40% d'entre eux se trouvent aux États-Unis, bien devant tout le monde. Il y a par exemple 9% des millionnaires mondiaux en Chine, 7% au Japon et 5% en Allemagne. La France ne se débrouille pas trop mal de ce point de vue-là avec 4,4% des millionnaires mondiaux. Cependant, ce ne sont pas les États-Unis qui arrivent au sommet du nombre de millionnaires par habitant. Si les USA comptent 40% des millionnaires du monde, cela ne correspond qu'à 8,8% de la population du pays. La Suisse compte 14,9% de sa population parmi les millionnaires mondiaux. Lorsqu'on analyse en profondeur la classe la plus riche, on note que la plus grande partie de cette classe est constituée de personnes ayant une valeur nette entre 1 et 5 millions de dollars. 88% des riches ont donc entre 1 et 5 millions de dollars. 8% d'entre eux ont entre 5 et 10 millions, 3,6% entre 10 et 50 millions, et enfin 0,4% environ
ont 50 millions plus. On notera que les ultra-riches, parmi les ultra-riches, se sont sensiblement enrichis en 2020 avec presque 24% d'augmentation du nombre de personnes ayant une valeur nette de plus de 50 millions de dollars. Avec une année aussi particulière que l'a été 2020, l'enrichissement des plus grosses richesses se comprend dans les faits que ces fortunes ont été peu affectées par la réduction de l'activité économique, tout en pouvant tirer profit des faibles taux d'intérêt et de l'augmentation du prix de l'immobilier. Durant les premières années de la décennie, la tendance était plutôt à la baisse pour les inégalités de richesse. Mais 2020 semble donc être à contre-courant de cette tendance. Les inégalités sont fortes dans tous les pays, voire très fortes dans certains pays. Le rapport précise que l'augmentation des inégalités ne semble pas causée directement par la pandémie en elle-même ni par ses impacts, mais que c'est une conséquence des actions prises pour contrecarrer la crise, et en premier lieu, les taux d'intérêt au plus bas. Fin 2020, le rapport du Crédit Suisse estime que 50% des plus pauvres ne possèdent pas 1% du total de la richesse mondiale. À l'autre bout du graphique, les 10% les plus riches possèdent 82% de la richesse mondiale. Le top 1% à lui seul possède 45% de la richesse mondiale, presque la moitié. L'inégalité est en augmentation, mais pourrait être un effet momentané lié aux décisions politiques et économiques spécifiques à ce qu'a connu 2020. Il faudra voir sur les années à venir si la tendance des inégalités reste à la hausse ou revient à la baisse. Le chapitre 3 s'attaque à faire des prévisions pour les années 2020 à 2025 sur l'évolution de la richesse. Je vais passer assez rapidement sur ce chapitre, mais on va essayer de capter l'essentiel. Pour faire simple, ils projettent une croissance de 39% sur 5 ans. Leur simulation suppose une croissance de 6,9% en moyenne par an, soit plus élevée que la moyenne annuelle de 6,5% depuis 2000. Cette croissance serait inégalement répartie, avec une plus forte croissance dans les pays émergents, jusqu'à 9,7%, et plus faible dans les pays développés, jusqu'à 5,8% tout de même. Les plus fortes croissances sont attendues en Chine et en Inde. Si leurs prédictions sont exactes, la Chine aurait donc eu en 25 ans la même croissance que les États-Unis ont eu sur une période de 80 ans. Même si les biens financiers ont connu une croissance particulièrement rapide en 2020, les estimations des auteurs prévoient une croissance similaire pour les assets financiers et non financiers sur les prochaines années. Il pourrait y avoir, en 2025, 28 millions de millionnaires en plus. Le 4e chapitre vise à regrouper les pays qui ont eu des expériences similaires durant l'année pour décrire et comparer les challenges posés par la pandémie et les répercussions économiques qui vont avec. Quantitativement, ce chapitre est le plus important. Il compte presque la moitié du rapport. Ça va de la page 36 à 55. Ici, je vais parler uniquement de 2 des comparaisons, les États-Unis et le Canada, d'un côté, et la France et le Royaume-Uni de l'autre. Pour toutes les autres comparaisons, je vous invite à vous rendre sur le site du Crédit Suisse et de télécharger le rapport, parce que là, ça prendrait vraiment encore beaucoup trop de temps, et cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. L'Amérique du Nord a été sévèrement touchée par le Covid. Au second trimestre 2020, les USA ont perdu 9% de leur PIB et le Canada 11,3%. Mais la reprise a eu lieu durant l'été pour revenir à 0% avant de continuer leur croissance. Le chômage a significativement augmenté pour arriver à plus de 13% de chômeurs au milieu de l'année et de redescendre progressivement tout le reste de l'année. Mais les taux sont toujours plus élevés qu'avant la pandémie. L'impact de la crise a été amorti par les aides gouvernementales aux individus et aux entreprises, mais les dettes des États a augmenté de 86 à 117% pour le Canada et de 108 à 127% pour les États-Unis. Les États-Unis et le Canada sont similaires en bien des points, mais 2 différences majeures semblent se dégager. Le patrimoine des Canadiens semble plus largement composé de biens immobiliers que de biens financiers. Le patrimoine des Américains semble plus largement composé de biens financiers que de biens immobiliers. Et en 2e point, les inégalités de richesse s'accentuent aux États-Unis d'année en année, là où les inégalités de richesse se réduisent au Canada. On remarque cela dans la possession des richesses par le top 10% des riches du pays. Aux États-Unis, ceux-ci possèdent 75,7% de la richesse du pays, contre seulement 56,5% au Canada. La France et le Royaume-Uni n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire, le Royaume-Uni étant touché plus fortement que la France. Les 2 pays ont dû passer par un confinement en 2020.
Avec le crack du début d'année, le PIB de la France s'est écroulé de 18,4% et celui du Royaume-Uni de 21,4%. En fin d'année 2020, la France était en baisse de moins 0,3%, là où le Royaume-Uni baissait de 9,9%. La montée du chômage a été beaucoup moins dramatique qu'en Amérique du Nord, avec une augmentation des chômeurs d'environ 1%. La consommation des ménages a été à la baisse, avec plus de 8% de dépenses en moins pour les Français et les Britanniques, qui se sont retrouvés à économiser plus que d'habitude. La dette des pays s'est fortement accrue, en passant de 98 à 113% pour la France, et de 85 à 103% pour le Royaume-Uni. Les actions du CAC 40 et du FTSE se sont écroulées de plus de 30% au plus bas de la crise économique, en date du 20 mars. La reprise du marché n'a pas été aidée par la mise en place du Brexit, qui a pu causer une certaine appréhension des marchés. Les deux pays sont similaires sur énormément de points financiers, comme l'évolution depuis les années 2000, l'inégalité de la répartition des richesses ou la composition du portefeuille type des adultes. On notera une place légèrement plus forte de l'immobilier dans le patrimoine des Français que dans le patrimoine des Britanniques, mais c'est vraiment une petite différence. Et voilà ce qu'on peut dire essentiellement du rapport annuel du Crédit Suisse sur la répartition de la richesse mondiale. Cette vidéo a été particulièrement longue, j'espère que vous avez pu y trouver beaucoup d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, je serai très content de le savoir. N'hésitez pas à vous abonner également pour un contenu similaire à l'avenir. Si j'ai raconté n'importe quoi à un moment dans la vidéo, n'hésitez pas à me faire remonter mes erreurs pour que je puisse me corriger. J'aurai un commentaire épinglé en dessous de la vidéo pour préciser s'il y a eu une erreur. Au revoir.